À la mort de Maurice Ravel, en 1937, c'est Édouard, son frère, qui hérite des biens et des droits d'auteur du compositeur. En 1954, Édouard Ravel et sa femme Angèle ont un grave accident. Ils nécessitent des soins constants. Jeanne Taverne, masseuse, et son mari Alexandre, chauffeur et jardinier, entrent au service du couple Ravel. Quand Angèle décède 2 ans plus tard, les époux Taverne s'installent à demeure chez Édouard, à Saint-Jean-de-Luz. 1958, Édouard Ravel lègue tous ses biens à Jeanne Taverne, sa masseuse. Quand Édouard meurt en 1960, Jeanne est accusée de captation d'héritage par Marc et Marcel Perrin, les petits cousins de Maurice Ravel. Mais 4 ans plus tard, elle est emportée par une crise cardiaque, faisant de son mari Alexandre son unique légataire. 1966, Alexandre Taverne gagne son procès contre la famille de Maurice Ravel. Il fait la une des journaux, s'offre une villa de rêve et prend une nouvelle épouse, Georgette. Quand Alexandre quitte ce monde, Georgette Taverne, sa veuve, hérite de sa fortune. Elle s'installe en Suisse, à Gstaad, où elle s'éteint en 2012. Les droits de Maurice Ravel échoient alors à sa fille, Evelyne Penn de Castel. « 1er mai 2016. Le boléro de Ravel tombera demain dans le domaine public. Le boléro de Ravel n'appartient plus à ses héritiers, il est dans le domaine public. 2 jours plus tard, coup de théâtre. Le Figaro révèle l'irruption de nouveaux ayants droit. Alexandre Benoît, le décorateur de la première du ballet en 1928, serait le co-auteur du boléro. Ses héritiers exigent de la SACEM que le nom de leur ancêtre soit ajouté au bulletin original du boléro. Alexandre Benoît étant décédé en 1960, l'entrée de l'œuvre dans le domaine public pourrait être reportée au 1er janvier 2039. Bingo pour les héritiers Ravel. Benoît meurt en 1960. On est donc d'un seul coup dans un rab de temps extraordinaire, de plus de 2 décennies. Voilà, d'un seul coup, une manne providentielle qui se présente en la personne des héritiers Benoît, qui disent « Nous sommes des héritiers du co-auteur du boléro, et à ce titre, le boléro n'est plus dans le domaine public, il redevient dans le domaine protégé. Par conséquent, nous voulons des droits d'auteur que nous partagerons avec les héritiers Ravel. D'ailleurs, les héritiers Ravel, on sont d'accord, c'est miraculeux. » La légende du boléro n'était-elle qu'une fable? L'histoire telle que nous la connaissions jusqu'alors pouvait-elle être remise en question? Quelles preuves les successions Ravel et Benoît avançaient-elles pour oser disputer à Maurice Ravel la paternité de son œuvre? Il ne s'agit pas de prétendre qu'Alexandre Benoît est co-compositeur, contrairement à ce qui a été exprimé de ci, de là. Alexandre Benoît, c'est la version ancienne d'un showrunner, en fait. C'est-à-dire que sa mission, c'était de concevoir les spectacles d'Ida Rubinstein. Les successions Benoît et Ravel confirment, s'il en était besoin, que Maurice Ravel a bien composé seul le boléro. Mais elles affirment que c'est Alexandre Benoît qui lui en aurait insufflé l'idée. Comme pour d'autres ballets, dont le célèbre Petrouchka de Stravinsky, dont il avait coécrit le livret, Benoît serait l'auteur de l'argument. Mais existe-t-il un livret du boléro? Il n'y a pas de livret. Il n'y en a pas. Ils ne nous ont jamais communiqué de livret. Il y a la possibilité ou l'éventualité d'un argument qui nous semble très basique. Une femme qui danse et qui envoûte des hommes en dansant sur une table. Oui, l'argument du boléro est simple, puisque c'est l'enfiévrement d'une bande de soifards devant le talent d'une danseuse, en substance. Ça, c'est le départ. C'est-à-dire que c'est le tableau fixe. Il y a Ida Rubinstein sur une table et une bande de soifards assoupie. Ce qui est intéressant, c'est la progression. Il y a un argument qui est cette progression dramatique liée à cette danseuse solitaire au début et un crescendo
vers une passion des hommes qui sont autour d'elle pour finalement aboutir à une apothéose et à une explosion finale. La danseuse s'appelle Ida Rubinstein. La fidèle amie de Maurice Ravel possède sa propre compagnie de ballet, réserve l'opéra plusieurs fois par an et commande aux plus grands artistes de son temps des ballets sur mesure. Ida Rubinstein, elle a de l'argent et la lettre de mission, elle est simple, c'est « mettez-moi en valeur ». Pas compliqué, hein. Et on donne les clés du camion à Alexandre Benois. Certes, Alexandre Benois était le créateur du décor et des costumes du ballet. Mais cela en faisait-il pour autant l'initiateur du boléro? Personne ne conteste que Benoît a créé le décor, mais ce n'est pas parce que vous créez le décor que vous influencez la musique. Aucune source ne mentionne une quelconque collaboration de Maurice Ravel avec quiconque sur le boléro. Il faut encore démontrer qu'il existe une communauté d'inspiration entre Benoît et Ravel. Et là, quand on regarde les éléments qui nous ont été transmis par ces deux successions, c'est le vide intersidéral. Le témoignage, même le lendemain de la création du secrétaire général de l'Opéra, dans Figaro, qui nous dit « Monsieur Benoît est l'auteur des spectacles que j'ai vus hier soir ». Voilà un témoin direct qui affirme et qui indique qu'Alexandre Benoît est auteur. Le proche collaborateur de Jacques Rouchet, directeur de l'Opéra, a une formule qui est maladroite parce qu'elle englobe la totalité des spectacles. Mais je dirais que c'est un raccourci. Une coquille noyée dans la marée d'articles parus au lendemain de la première. Car l'affiche et le programme de la première contredisent l'éditorialiste. Certes, Alexandre Benois est bien crédité comme auteur de l'argument des deux premiers ballets, mais pour le boléro, seule est mentionnée sa contribution en tant que créateur des décors et des costumes. Jamais Benoît n'a revendiqué la qualité de coauteur du boléro. Jamais Ravel, dans ses correspondances avec quiconque, a considéré que Benoît l'avait aidé à créer l'œuvre. Le 4 décembre 1928, dans une lettre à un ami, Maurice Ravel décrira la dernière représentation de son ballet comme fort réussie, mais pittoresque, ce qu'il ne fallait pas. Entre Maurice Ravel et Alexandre Benois n'existe, à notre connaissance, aucun échange de correspondance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu, en tout cas, il n'y en a pas. En tout cas, dans les carnets d'adresses de Ravel, à l'époque du boléro, à la lettre B, nulle trace d'Alexandre Benois. En revanche, le nom d'Ida Rubinstein est bien consigné, à la lettre R. Le droit admet parfaitement comme mode de preuve d'autres types de preuves, les témoignages, ce qu'on appelle les présomptions aussi. Les successions Ravel et Benois avancent que les deux hommes auraient été amis de longue date. Ces héritiers en veulent pour preuve ce cliché de vacances passé ensemble à Saint-Jean-de-Luz en 1914. Alexandre n'est pas sur la photo, mais il serait derrière l'objectif. Et puis un passage de son autobiographie, Réminiscence. Ravel rêvait de créer un ballet avec moi. Nous n'avions pas encore déterminé le sujet, mais il avait été décidé que l'action se déroulerait en Espagne. Le projet aurait été interrompu avec l'irruption de la Grande Guerre. Alexandre Benois, il revient en France en 26. La première chose qu'il fait quand il arrive en 26, ou plutôt la première opportunité professionnelle qu'il a, c'est de travailler avec Ida Rubinstein, et tout de suite, il réitère le souhait qu'il a de travailler avec Ravel. Souhait qu'ils avaient dès 14. Mais pourquoi Alexandre Benois, dans son autobiographie parue en 1941, ne mentionnait-il jamais le nom du boléro 15 ans après sa création? Pourquoi n'avait-il jamais revendiqué sa copaternité de l'œuvre? Pour la même raison qu'il n'est pas allé réclamer ses droits pour Petrouchka alors qu'il était mentionné sur le bulletin. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réclamer ce que vous ignorez. Alexandre Benois, il est établi, jusqu'à présent, qu'il n'a jamais effectué de démarche de son vivant, d'un point de vue patrimonial, auprès de la SACEM ou auprès de la SACD ou d'autres. Pourtant, à y regarder de plus près, le bulletin de déclaration de Petrouchka à la SACD est bien paraphé par Alexandre Benois. Et surtout, sa signature apparaît en toutes lettres sur la demande d'admission qu'il a envoyée quelques mois plus tôt à la SACD en tant qu'auteur de Petrouchka.
Mais au fait, qu'en était-il de Ravel quand il co-signait une œuvre ? L'Enfant et les sortilèges, par exemple, qu'il avait écrit en tandem avec Colette. Madame Colette, pourriez-vous nous dire si au moment où il a composé L'Enfant et les sortilèges, vous avez collaboré étroitement avec Ravel? Étroitement. Étroitement. Ravel m'est apparu comme un ami très cher. Colette, on voit qu'elle a des soucis avec la paperasse administrative et c'est Maurice Ravel qui va l'orienter visiblement pour faire son admission à la SACEM. Sur le contrat de l'Enfant et les sortilèges qui scellera leur collaboration, les signatures des deux co-auteurs apparaissent bien côte à côte. Rien de tel sur le contrat du Boléro où seul figure le nom de Maurice Ravel. À force de chercher des éléments pour nous rappeler qu'on n'a pas la preuve directe et évidente qu'il y a eu une œuvre de collaboration, oui, en fait, je le sais. Je le sais, c'est l'objet du procès. Ce n'est pas le seul moyen de preuve qui soit admis. On peut prouver par tout moyen, on peut prouver par déduction. Oui, avec un argument, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. J'adore cette formule-ci. En droit, l'absence de preuve est la preuve de l'absence. On ne peut pas décider d'une titularité de droit sur des supputations. La SACEM refuse d'ajouter le nom de Benoît sur le bulletin original du Boléro et confirme officiellement l'entrée du Boléro dans le domaine public en France. La foule, elle, s'est déjà approprié l'œuvre de Ravel. Le 15 mai, place de la République, le Boléro descend dans la rue et devient l'étendard de Nuit debout. Mais une nouvelle affaire commence à agiter les rédactions et le landerneau des collectionneurs. Le feuilleton autour de l'héritage de Maurice Ravel continue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ces manuscrits. 3 mois plus tôt, les amateurs de manuscrits précieux ont été informés qu'une vente exceptionnelle se prépare à New York. Le marchand d'autographes américain Lou Brano propose aux initiés plus de 1300 pages manuscrites de Maurice Ravel. Le descriptif général dit uniquement « ensemble exceptionnel de manuscrits musicaux de Maurice Ravel, 1300 pages », mais de manière très vague, sans préciser aucune provenance. Ni aucun prix. Pourquoi une telle confidentialité ? Le chercheur alerte le ministère de la Culture. Le service des musées de France et de la Réunion des musées nationaux ont effectivement été alertés par le président de la Société des Amis de Ravel sur le caractère illicite de cette mise en vente. Suite aux agissements de Cornero, qui accusent de beaucoup de choses sans beaucoup de preuves, la vente a été annulée. Voilà. Ah, il y a un problème. Si une vente est annulée, il y a un souci. Ça veut dire qu'il y a des revendications, une éventuelle remise en cause, et que, surtout par prudence, le commissaire-priseur retire de la vente. Le fonds retiré de la vente est en réalité la fameuse collection dite Taverne. Dévoilée pour partie en 1975 à la BNF pour les 100 ans de la naissance de Maurice Ravel, elle est constituée des manuscrits inédits du compositeur. Prêtée à l'époque par son héritière, Georgette Taverne, elle serait estimée aujourd'hui à près de 20 millions de dollars. Il y a une collection d'objets personnels de Maurice Ravel qu'on appelle maintenant la collection Taverne, qui n'a pas été dispersée et qui est parfaitement cohérente, homogène et qui est en possession de la succession. Et je ne suis pas autorisé à vous en dire plus, parce que ça relève de la gestion du patrimoine privé de la succession Ravel. 1er janvier 2017, le Boléro entre dans le domaine public en Italie. Sur une chorégraphie de Raimundo Giuani et sur l'accordéon de Roberto Scaglioni, Ravel devient viral. Juin 2017, les successions Ravel et Benoît reviennent avec 2 nouvelles expertises, dont une rédigée par Arby Orenstein, l'expert autorisé de la succession Ravel. Selon lui,
Maurice Ravel n'aurait jamais composé le boléro sans Alexandre Benois. Cette information m'estomaque totalement. Dans aucun, je dis bien aucun, des ouvrages de M. Rundstein, il ne fait allusion à Alexandre Benois comme collaborateur de Maurice Ravel pour le boléro. Je ne comprends pas l'émotion qui viserait à dire, oui, sans Alexandre Benois, le boléro tel qu'il a existé en 1928 n'aurait pas existé, c'est la réalité. On ne peut pas simplement se fonder sur des avis, il faut vraiment des pièces objectives. Et aujourd'hui, il n'y a aucune pièce objective. Ça aurait été même, entre guillemets, tout bénef pour la SACEM. Sauf que non, à partir du moment où vous ne démontrez pas le co-autorat, la SACEM n'a pas vocation, je le répète, à percevoir sur des œuvres tombées dans le domaine public. Il en va de notre crédibilité. Passage de témoin. Avec Thierry Roussel, alias Prequel, le boléro devient le flambeau de la candidature de Paris au JO d'été 2024. Dans la foulée, il accompagne le bouquet final du feu d'artifice du 14 juillet au Champ de Mars. Juin 2018, l'offensive est lancée. La succession Benois assigne la SACEM devant le tribunal de grande instance de Nanterre. La SACEM aurait violé les dispositions de son règlement en refusant d'enregistrer les bulletins remis par les deux successions. La SACEM, elle le dit elle-même dans ses statuts d'ailleurs, n'a pas la compétence pour juger des bulletins de déclaration. Il est bien dit dans les statuts que le bulletin de déclaration est effectué sous la responsabilité des déclarants. Si nous n'avions pas compétence pour examiner les dépôts rectificatifs, ils ne nous auraient pas envoyé 120 pièces, 4 expertises. Ils auraient envoyé un dépôt rectificatif. Et on aurait été, entre guillemets, caisse enregistreuse. Mais ça ne marche pas comme ça. Contre toute attente, la contribution d'Alexandre Benois au boléro est reléguée au second plan. Elle devient subsidiaire. Le débat principal, il est sur la responsabilité de la SACEM et c'est un litige qui oppose un membre de la SACEM à la société qui le représente. Les correspondances de Maurice Ravel, le programme de la première, l'affiche, le contrat, le bulletin du boléro, pourraient-ils devenir accessoires et ne pas être examinés par les juges? Le tribunal peut parfaitement indiquer qu'une fois qu'il a répondu à la première question, les questions subsidiaires n'ont plus d'intérêt. Le flûtiste Yann Cléry, lui, n'oublie pas ses origines. Le rythme des nègres marrons de Guyane, le kamungé, scande le boléro. Octobre 2018, le recueil Maurice Ravel l'intégral est sur le point de paraître. Fruit de 20 ans de recherche, il présente 1800 pages de correspondance du compositeur. Au jour du BAT, du bon à tirer du livre, donc en fin septembre 2018, nous étions toujours dans l'inconnu de savoir si les ayants droit de Maurice Ravel donnaient ou pas leur feu vert à la publication du livre. On savait qu'il préparait donc l'intégrale avec un certain nombre d'inédits. Et comme vous le savez, en termes de droit d'auteur, lorsqu'on publie l'inédit d'un auteur, il faut l'autorisation de toute manière du titulaire du droit moral au titre du droit de divulgation qui est éternel. Le droit moral est une arme. Et dans la mesure où il est une arme, il est monnayable, il est utilisable. La succession Maurice Ravel souhaitait que ne soit pas abordé un certain nombre de questions dans l'ouvrage, telles que l'histoire de la succession Maurice Ravel. Ou encore les questions liées à la fameuse collection Taverne. Mais revenons aux origines de cette collection. Retour quelques années en arrière. À la mort de Maurice Ravel, Édouard, son frère, hérite des biens du compositeur. En 1950, il annonce que le Belvédère, la maison de Maurice, va devenir un petit musée et qu'une société des amis de Ravel vient de se constituer.
Elle a pour mission de gérer les biens de toute nature ayant pu lui appartenir et de conserver les manuscrits déposés au belvédère. Cette fondation avait vraiment vocation à promouvoir la mémoire et conserver le patrimoine laissé par Maurice Ravel à Montfort-l'Amaury. En 1958, Édouard Ravel, veuf et sans enfant, vient de léguer tous ses biens à Jeanne Taverne, sa masseuse. Mais peu de temps après, il se ravise et lègue la maison du Belvédère aux musées nationaux pour y faire un musée Ravel en souvenir de son frère. Édouard décède 2 ans plus tard. À partir du moment où on faisait un musée, une fondation Ravel, c'était pour travailler sur les écrits et les manuscrits de Ravel. Il s'était bien entendu qu'il fallait laisser tout dans la maison. 4 mois après la mort d'Édouard, une lettre parvient à Jeanne Taverne. Maître Chavannes, son notaire, lui confirme qu'elle est bien propriétaire de tous les meubles, objets mobiliers, tableaux et autres garnissant la propriété du Belvédère, le lègue au profit des musées nationaux, ne comportant que l'immeuble. Édouard Ravel a légué la maison du Belvédère sans préciser ce qu'il léguait véritablement. Mais en droit français, l'accessoire suit le principal. Et donc tous les biens mobiliers, de mon point de vue, étaient aussi légués avec la maison. Donc s'il y avait des archives, elles étaient léguées avec la maison, à la réunion des musées nationaux. Le contenu était quand même très lié à la personnalité de Maurice Ravel et permettait d'avoir un tout dans la perspective de création d'un musée aussi, qu'il ne faut pas perdre de vue. Et un musée, généralement, il y a des collections. Un musée sans collection, c'est pas un musée. Pourtant, les manuscrits de Maurice Ravel semblent bien avoir quitté le Belvédère. En 1966, ils sont localisés à Saint-Jean-de-Luz. Arby Runstein, l'expert de la succession Ravel, se souvient. J'étais en France en 1966 et j'avais découvert dans cette année plus de 1000 pages des œuvres inédites, inconnues, des esquisses, des ébauches de Maurice Ravel chez l'héritier de Maurice Ravel, Alexandre Taverne. Alexandre Taverne vient de gagner son procès contre les petits cousins de Maurice Ravel. Dans un article de Sud-Ouest paru cette année-là, on apprend incidemment qu'il vient de découvrir 1500 manuscrits inédits dans les armoires de souvenirs de Ravel. Les armoires de souvenirs de Ravel ? Derrière cette vitrine, il y a un réduit, une minuscule chambre dans laquelle étaient entassés des papiers, des journaux et des manuscrits. Et bien des choses intéressantes pour les musicologues de l'avenir. 1971, Manuel Rosenthal, le dernier élève de Ravel, constate que les manuscrits qu'il avait rangés dans le cabinet secret du compositeur ont disparu. Dans une attestation envoyée au pouvoir public, il déclare « Il a été fait main basse sur tout ce qui était de la main de Ravel ». On s'est servi certainement de ce flou pour récupérer ce qui peut-être par la suite serait monnayable, ou je ne sais pas. On laisse entendre parfois que les tavernes pourraient être à l'origine de cette disparition. Alors, juste un élément historique, juridique. Quand Édouard Ravel décède, il lègue la maison de Montfort-l'Amaury et son contenu à la réunion des musées nationaux. Donc cette maison n'est jamais entrée dans le patrimoine des tavernes. Jamais. La succession Ravel se fonde sur la délivrance du legs aux musées nationaux et sur l'inventaire réalisé par le notaire de la famille Taverne. Le notaire qui fait l'inventaire, enfin j'ai la copie du document là dans mes dossiers, précise bien que cet inventaire se fait à la fois en présence d'un représentant de la réunion des musées nationaux et en présence des membres de la famille Taverne. Dans cet inventaire, réalisé en 1963, soit 3 ans après la mort d'Édouard, aucun manuscrit original, aucune esquisse de jeunesse, seules des partitions imprimées d'œuvres déjà éditées. Il est indiqué par exemple, dans un petit réduit, un lot de musique, livres et partitions, dont beaucoup sont dédicacés, le tout estimé 100 francs.
Et c'est tout, on n'a que ça. Ce qui a parfois été dit, c'est que si on n'arrive pas à trouver l'explication de ce qui s'est passé dans la maison de Montfort-l'Amaury, alors il serait possible que ce soit la succession Taverne. C'est là où je dis que ce raisonnement me paraît faux, parce que soit on a la preuve, soit on ne l'a pas. Puisque le droit admet comme mode de preuve les témoignages, revenons à l'attestation de Manuel Rosenthal. Parmi les manuscrits dont il note la disparition, les chants hébraïques, l'heure espagnole, Daphnis et Chloé, le carnaval de Schumann, et surtout une sonate pour violon et piano, longtemps inconnue des spécialistes. Elle est identifiée pour la première fois en 1946 dans un article sur les inédits du Belvédère. Surprise, le manuscrit de cette sonate, ainsi que tous les autres, figure bel et bien dans le catalogue de la vente de New York. Est-ce que ces objets peuvent quitter le territoire national ou non? Autrement dit, s'ils quittent le territoire national, est-ce que ça crée un vide dans tel ou tel secteur de la connaissance, puisqu'on considère en particulier pour les manuscrits qu'il s'agit un peu de la mémoire écrite, de la mémoire collective, de notre mémoire à tous, et que donc, encore une fois, la société considère qu'elle a un droit de regard sur ces objets. Quand on dit collection Taverne, on devrait dire plutôt collection publique des musées nationaux. Si on décide que c'est un trésor national, ça veut dire que le bien en question devient une propriété collective, la propriété de l'État, et que donc en aucun cas il ne peut quitter le territoire, qu'il est imprescriptible, inaliénable, qu'il appartient au domaine public. Pour l'heure, les manuscrits de Maurice Ravel, jadis conservés au Belvédère, restent inaccessibles aux chercheurs. Ils dorment dans un coffre, quelque part en Europe. Pour combien de temps encore? Et le boléro? Les successions Benoît et Ravel réussiront-elles à repousser de 20 ans son entrée dans le domaine public? Début de réponse, fin 2020. En attendant, au Pays Basque, le groupe Route System rend hommage à l'enfant du pays. Paroles slamées et cadence ska à Ustaritz. Le special, le dédicace, le momo. Le roots natural avec le momo. Le Babylon style, c'est du momo. Root System attaque avec le momo. Il est né à Ciboulou en 1875. Enfant du Pays Basque, il reste devant l'éternel. Le Bob et les Roots Ravel est toujours dans le style. Avec le Root System, c'est de la bombe, c'est de la balle, ouais.